Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la génomique et maladies rénales rares. C'est un cours complet résumé de la présentation du Dr Laurent Minard en 2025-2026 dans le cadre de DU de maladies rénales rares. Comme introduction, on abordera quelques définitions et quelques mots-clés essentiels. Donc la génomique médicale consiste à utiliser l'information du génome d'un patient pour non seulement aider au diagnostic, mais aussi à la stratification du risque, au choix thérapeutique et parfois à l'orientation de la transplantation. Et en néphrologie, elle est particulièrement utile car beaucoup de maladies rénales rares ont une présentation clinique trompeuse ou incomplète. Et la génomique ne regarde pas seulement un gène isolé comme le fait la génétique, elle analyse une grande partie du génome pour comprendre une maladie et surtout lorsque le diagnostic clinique est difficile. Donc, si on compare avec la génétique, c'est une étude d'un gène, d'une mutation et d'une transmission familiale. Par contre, la génomique, c'est une étude globale de nombreux gènes et du génome et de leur interaction. Donc, nombreux gènes, le génome et leur interaction ensemble. Et tout ça corrélé à plusieurs phénotypes. Et si on applique tout ça à la néphrologie, ça va donner la néphrogénomique. Et on a aussi le concept de maladie rare qui signifie qu'une maladie touchant peu de personnes, elle est définie en Europe par une fréquence inférieure à 1 sur 2000. Ensuite, on a la maladie rénale génétique, c'est une maladie du rein liée à un variant pathogène dans un gène. Et on a aussi la néphropathie indéterminée, c'est la maladie rénale dont la cause reste inconnue malgré les bilans standards. Ensuite, on a cette notion de variant, ou bien la variation, anciennement appelée mutation. C'est toute anomalie génétique à interpréter selon le contexte clinique. Et finalement, on a cette notion de rétrophénotypage qu'on va aborder beaucoup dans notre présentation qui veut dire on va revenir du variant génétique vers la clinique pour vérifier la cohérence et la corrélation entre les deux, entre la génétique et la clinique. Et maintenant, si on veut parler un petit peu de l'historique, il faut savoir que l'ère de la génomique a véritablement débuté en 2003 avec Human Genome Project qui a publié le premier génome de référence. Il s'agissait d'une combinaison de l'ADN d'au moins 8 individus différents, servant de matrice sur lesquelles on aligne des lectures issues du séquençage. Ces génomes de référence portent des noms comme GRCH19, GRCH37 et 38. En 2022, un nouveau génome de référence a été publié, le T2T, produit par l'équipe d'Evan Eichler. Il est issu d'une molle édatiforme. C'est un génome haploïde complet. Il offre une précision bien supérieure avec moins d'artefacts, une meilleure description des variations, y compris des centromères qui étaient mal connus dans les génomes précédents. Plus récemment, le Human Genome Project vise à cumuler les génomes de multiples individus en distinguant les haplotypes maternels et paternels, et chaque individu possède 2 génomes différents. L'objectif est de créer des graphes de référence représentant la diversité génétique humaine sur lesquels les lectures de séquenceurs peuvent s'aligner de manière plus précise. Et si on veut aborder le sujet des coûts, le coût de séquençage a chuté de manière spectaculaire. En 2023, ça coûtait plusieurs milliards de dollars. Et en 2014, ça a baissé à 1000 dollars. Et en 2019, on est arrivé à 800 dollars. Et actuellement, en 2025, on est à 200 dollars. Donc, le coût, il est vraiment en décroissance. Et les technologies se divisent principalement en 2 catégories de séquençage. On a
tout ce qui est short read sequencing and long read sequencing. La première, c'est le short read sequencing, c'est des lectures courtes, 50 à 150 paires de bases, dominées par la société Illumina. Ces séquenceurs à haut débit peuvent traiter 400 à 500 exomes, des transcriptomes et des génomes en 48 heures, grâce à des cartouches et des flow cells. Le long read sequencing, c'est des lectures longues jusqu'à 5000 paires de bases et plus, c'est beaucoup, développées par PacBio et Oxford Nanopore et le Roche. C'est le nouveau séquenceur utilisant des expandomères et des nanopores avec marqueur fluorochrome. Le dernier record en date 2024, c'est le séquenceur de Roche, comme je vous ai dit, à Boston, qui permet un rendu complet en moins de 4 heures, avec la capacité de produire 7 génomes en moins d'une heure, une analyse complète en moins de 5 heures. Et le point important ici à comprendre, c'est que si le coût du séquençage brut diminue, le coût de la bioinformatique et du stockage des données et de l'interprétation par l'intelligence artificielle a tendance à augmenter aussi. Donc, comme le souligne Evan Eschler sur la chaîne Genome TV, on va progressivement assembler de plus en plus de génomes, résoudre toutes les maladies mendéliennes et décrire toutes les variations complexes. L'intégration des données multi-échelles, génome, dossier patient informatisé, objets connectés fait de la néphrogénomique un problème de plus en plus lié à la data de science. Donc c'est pas vraiment un souci de séquençage, c'est beaucoup plus les data et la collecte des data qui pose problème du coup. Ici maintenant on aborde les enjeux de la néphrogénomique chez l'adulte. On commence par l'épidémiologie. On sait que environ 3 millions de patients ignorent avoir une maladie rénale et parmi les cas les plus sévères, environ 8000 patients dialysés déjà transplantés. On a 9% de mortalité dans cette population et 12% de maladies autosomiques dominantes, principalement PKD, et un contingent important des néphropathies indéterminées. Et on estime qu'entre 10 à 40% de ces patients ont une maladie mendélienne sous-jacente. Et en Europe, les registres montrent que 20 à 30% des patients en insuffisance rénale terminale ont une néphropathie indéterminée. Et pourquoi la génomique est importante en néphrologie? Parce que les maladies rénales génétiques sont nombreuses, hétérogènes et parfois diagnostiquées tardivement. Il existe plus de 800 gènes impliqués dans les maladies rénales génétiques. Ici, on a un diagnostic incertain avec la génétique. On va trouver une cause moléculaire, ce qui est bien. Et si on a une présentation atypique, on va reclasser la maladie. Et si on a des antécédents familiaux, on va pouvoir organiser un dépistage familial. Et si on a un risque de récidive post-greffe, on va pouvoir adapter la stratégie de transplantation. Et si on a un traitement coûteux ou bien ciblé, on va justifier et éviter certains traitements. Et par exemple, ici, si on veut parler de la néphroprotection, je vous dis que l'objectif de séquençage n'est pas seulement d'obtenir un diagnostic, mais de l'obtenir suffisamment tôt dans la vie du malade pour le mettre sur une pente de néphroprotection comme présenté à la dernière ASEN. On arrive maintenant à ralentir la dégradation de la fonction rénale jusqu'à une pente quasi physiologique. Et le raisonnement économique est simple. Un test génétique coûte 1000 à 2000 euros, ce qui est dérisoire par rapport au coût de la dialyse pour un seul individu sur toute sa vie. Donc, décaler l'entrée en dialyse, c'est décaler le coût. De plus,
Une fois le variant identifié, un simple test sanguin permet de dépister tous les apparentés à risque par un cascade screening. Donc, en faisant le test génétique, on va pouvoir décaler l'entrée en dialyse et du coup décaler le coût. Ensuite, si on va faire le séquençage, on va le faire avec des grands outils génomiques. Vous avez ce tableau qui résume les différents outils utilisés. On commence par le panel de gènes. C'est une technique qui analyse une liste ciblée de gènes. C'est le gold standard avec une haute couverture, 2200 € de coût. Il est utile si le phénotype est clair. Et deuxièmement, l'exome, c'est une technique qui analyse les régions codantes. Et par région codante, on veut dire exon, ce qui couvre 202% du génome et avec un coût similaire que le panel. Et là, on aura un bon compromis pour chercher une cause génétique. Ensuite, on a le génome entier qui va analyser tout le génome avec une couverture complète et les plus chers. Et on doit passer par des plateformes pour pouvoir l'indiquer. Et il est plus complet, il est utile pour les variants non codants et ou structuraux. Et l'avantage, c'est qu'il analyse les régions intergénétiques introniques qu'on ne peut pas voir par une analyse exome. Ensuite, on a le long read sequencing. C'est de longs fragments d'ADN avec une couverture et coût variable. Et ils sont utiles pour régions complexes, duplication et réarrangement. Ensuite, on a le nanopore rapide, c'est des séquençages long read rapides qui, pareil, de couverture et de coût variable. Ils ont un intérêt pour la génomique rapide dans le cas des maths et de SHE atypiques. Il faut garder en tête qu'en France, un exome ou un panel de 2200 € teste 20 à 30 gènes sont remboursés au même prix et du coup, il est plus rentable de faire un exome tout court. Ensuite, quel test choisir parmi ces outils qu'on a cités? Eh ben, je vous dis que ça dépend de la situation clinique. Si on a un phénotype très évocateur d'une maladie connue, on fera un panel ciblé. Et si on a une néphropathie indéterminée ou une présentation complexe, on fera un exome ou un génome. Et si on a une suspicion de variant structural complexe, on fera directement un génome ou un long read sequencing. Et si on a un besoin de résultats rapides pour décision thérapeutique, on fera le génomique rapide dans le port. Et si on a un patient CKD non biopsiable, on fera un whole genome, qui est le test le plus performant. Parce qu'actuellement, il est considéré comme le meilleur test parmi les techniques de panel ou exome, qui manquent de nombreuses régions introniques, comme je vous ai dit. Et comme illustré sur le gène PKD1, le génome offre une exhaustivité bien supérieure à l'exome. Cependant, le génome est plus compliqué à analyser, nécessite en France de passer par des plateformes Sequoia ou bien Oragen au sud de France, avec une RCP obligatoire et des délais plus longs. Donc, ici, il faut retenir que chez les patients ayant eu un exome négatif, le passage en whole genome short read permet d'obtenir environ 7% de diagnostic supplémentaire. Et ça, c'est déjà bien. Vous avez ici quelques exemples de maladies rénales et des gènes associés
vous avez les glomérulopathies, les maladies du complément, les maladies kystiques, les céliopathies, les cas acutes, les tubulopathies et les lithiases et métabolismes. Il faut savoir que certains gènes posent problème, notamment les gènes de mucine et les gènes de fusion et ou hybride dans le locus de CFH, qui est important dans les maths, qui ne sont pas correctement détectés par les méthodes short read. Donc on devrait faire un test plus complet avec si on suspecte une telle maladie. Ensuite, on a deux concepts à expliquer. Premièrement, c'est le concept et l'approche phénotype first. C'est la démarche clinique classique où le médecin observe des signes cliniques et va prescrire un test génétique le plus adapté à sa suspicion diagnostique. Par exemple, si on suspecte une alportopathie, on fera un panel de 5 gènes. Et si on a une suspicion de MAT, on fera un panel de 8 gènes du complément. Et les limites majeures, c'est que aucun panel phénotypique unifié n'atteint plus de 45% du rendement diagnostique de l'exome. Et le rendement dépend de la justesse de la classification initiale par le clinicien. Et pour les patients avec néphropathie inconnue, le clinicien ne peut pas choisir un panel pertinent. Une approche trop ciblée peut retarder le diagnostic et nécessite des tests séquentiels. Donc c'est vraiment compliqué. Donc par phénotype first, on va décrire d'abord la maladie et puis on cherche le gène. Donc l'avantage que c'est une recherche ciblée, elle est rapide si phénotype clair et ça dépend de la justesse de la qualité du clinician. Ensuite, on a le génome first. Donc là, on trouve d'abord un variant et puis on réinterprète le phénotype. Donc là, les avantages que c'est large, il n'y a pas de biais de clinique et l'inconvénient que c'est plus complexe à analyser. Ensuite, on a ce concept de rétrophénotyping. Ça veut dire qu'on va revenir au dossier clinique pour vérifier si le variant explique la maladie, pour voir s'il y a une cohérence entre notre génotype et notre phénotype. Et on va pouvoir corriger les erreurs diagnostiques. Et ça nécessite malheureusement une expertise multidisciplinaire et c'est vraiment compliqué, mais c'est intéressant. Parce que ça a été initié par Ali Garavi. C'est un grand néphrologue généticien à Columbia aux États-Unis qui a fait un travail dans ce sens. Donc à partir d'un variant pathogène identifié, il va revenir vers le phénotype du patient pour vérifier la cohérence. Et donc le clinicien va examiner son patient de manière beaucoup plus précise sur certains phénotypes à partir du moment où un variant suspecté est identifié. Et si on veut parler des variants cliniques, on doit passer par la classification de ACMG, c'est American College of Medical Genetics, qui classe les variants en classe 5, c'est les variants pathogéniques, classe 4, likely pathogenic, et 3, c'est les variations de signification indéterminée, et on a le 2 et le 1 qui sont des variations bénignes en général. Et le problème qui se pose généralement, c'est les variations de signification incertaine, indéterminée. C'est le grand défi actuel. Donc la gestion de ces variations, ça pose beaucoup de problèmes. Et ça nécessite beaucoup d'examens sophistiqués après pour bien trancher entre pathogènes et pas pathogènes.
Et un point important à retenir, c'est que si on a un exome qui est négatif, cela n'exclut pas une maladie génétique. Par contre, cela diminue la probabilité que la génétique est en cause de cette maladie, mais ça ne l'élimine pas. Et les patients doivent être réévalués car de nouveaux gènes sont découverts régulièrement. Ici, on veut checker certaines études clés et des résultats à retenir. Vous avez ce tableau récapitulatif qui parle de différentes études. Là, vous avez premièrement l'étude de Grockman et Hall. C'est une étude faite en 2019 aux États-Unis, incluant 3315 patients adultes avec qui ont, qui ont bénéficié d'un test génétique dans le cadre de CKD et le rendement diagnostique était de 17%. Donc, parmi des patients qui n'étaient pas, c'était des patients avec insuffisance rénale sans étiologie connue. On a réussi à avoir 66 maladies génétiques différentes tout en faisant l'examen génétique. Ensuite, on a en 2018 l'étude de tenant sur 32 cas index qui ont bénéficié de tests génétiques et le diagnostic était retenu chez 9 patients, donc 28%. Donc c'est quand même intéressant. Et l'expérience de Sorbonne en 2022, il y avait un rendement diagnostique de 24%. Vous avez aussi l'étude irlandaise de Connaughton et Hall. Il y avait un rendement de 37%. Une étude australienne, il y avait un rendement de 26%. Donc on n'est toujours pas loin des résultats généraux. Il y avait une autre étude ici, Gaucher et Hall, avec un rendement de 10 à 25%. Et une autre étude néerlandaise qui avait 45% de taux de diagnostic par CNV et 12% à 24% de CNV plus SNV plus CNV combiné chez l'adulte. Ah ben, c'est intéressant. Et là, ce qui est intéressant, plus intéressant à connaître, c'est l'étude de Dorey et Hall. C'est une étude intéressante parce que ça a été fait, elle a été faite sur 7 jeunes adultes avec tableau de maths et de néphrosclérose. Et le résultat principal, c'est qu'il y avait une découverte de mutation de TTC21B, c'est une céliopathie mimant une MAT. Et donc là, la génétique était en faveur d'une tubulopathie, ce qui n'était pas du tout attendu et suspecté au début. Et là, ça renforce le concept de rétrophénotyping et de revenir à partir de la génétique à la clinique pour bien expliquer les choses, d'accord? Toujours d'oreille et Hall, cette étude toujours sur des patients de maths avec examen exome short-read dans 15 jours. Le diagnostic de maths à la cobalamine ou associé au complément a été confirmé par test génétique. Aussi en 2024 à l'université de Sorbonne avec un test nanopore rapide, 21 patients étaient suspects de maths. Le diagnostic était rapide et a permis d'éviter des injections inutiles d'éculizumab, ce qui était intéressant. Et là vous avez sur une autre étude faite sur des paires de donneurs-receveurs qui ont bénéficié des tests génétiques, et donc avec le résultat principal que les incompatibilités génétiques non HLA sont associées à la survie des greffons.
Et vous avez aussi un groupe d'ERA, un travail récent qui est qui teste génétiquement des néphropathies indéterminées reclassées. Et ça m'a montré un intérêt du test génétique après réévaluation clinique approfondie. Donc là, c'était l'ensemble des études intéressantes à connaître en néphrogénomique. Là, vous avez les résultats de l'étude de Sorbonne qu'on a discuté. Et c'est juste pour vous dire que dans cette étude, il y avait les exomes qui étaient négatifs. Ils ont passé en whole genome et il y avait 7% de diagnostic supplémentaire. C'est déjà intéressant. Ça vous permet de voir l'intérêt de, l'intérêt des outils de séquençage entre panels, exome et génome. Ensuite, on va parler de génomique rapide. En fait, la génomique rapide vise à obtenir un diagnostic moléculaire en quelques heures, en quelques jours, lorsque le résultat peut changer rapidement à la prise en charge. Comme dans le cas des maths. Et pour faire ça, on peut faire l'Ultra Fast Genomics, Rapid Genomics, Standard et classique. Donc, c'est des examens qui diffèrent par leur délai de quelques heures, soit 48 heures, quelques semaines, un mois. Et ça a été appliqué pour tout ce qui est maths et suspicion de maths et décision de débuter l'éculizumab ou pas. Donc, ça a été appliqué dans les suspicions de maths et d'acheter à maline et aussi chez les patients ayant des néphropathies indéterminées, dans le cadre de bilan pré-greffe et aussi il faut noter que il faut passer par les plateformes dans le cas des dosages classiques, de séquençage classique. Et là, si on veut comparer la génomique rapide par rapport à la génomique classique, la classique, on a les résultats en semaines ou en mois. Elle est utile pour diagnostic étiologique et on va avoir un impact familial et pronostic. Par contre, la génomique rapide, c'est les résultats, on va les avoir en heure à jour et elle est utile pour décisions urgentes et surtout, elle a un impact thérapeutique immédiat. Ensuite, si on s'intéresse à la transplantation rénale, je vous dis que l'allogénomique est un concept novateur et qui consiste à séquencer et comparer l'exome génome du donneur et du receveur pour évaluer les incompatibilités génétiques au-delà du système HLA. Donc, on ne va pas se contenter d'une compatibilité HLA, on va aller au-delà. Ici, on va tester les receveurs. L'intérêt, ça sera d'identifier une maladie rénale génétique non reconnue et aussi de faire un profil pharmacogénétique pour adapter les traitements et les immunosuppresseurs durant la greffe. Pour tout ce qui est donneur, on va étudier les variants influençant la réponse du greffon, par exemple APOLA1. Et pour les donneurs receveurs en même temps, on va évaluer les mismatchs génétiques non HLA. Et là, on va pouvoir faire un score allogénomique qui va nous dire et qui va nous prédire le risque, de survie du greffon. Donc là, les études ont montré qu'un score allogénomique élevé est prédictif d'une mauvaise survie du greffon. Tandis qu'un score bas est associé à une bonne survie. Et l'idée est de modifier la destinée
des, des paires donneurs-receveurs en les appariant de manière plus globale que le seul système HLA. On va aller au-delà de l'HLA et on va les apparier de manière non HLA. Et la situation actuelle, l'allogénomique, elle est appliquée en pratique chez le donneur vivant, mais par contre, la cadavérique, le don cadavérique, on est vraiment coincé. Et là encore, c'est le stade, c'est coincé au stade de recherche et en raison beaucoup plus réglementaire, éthique. Donc, c'est tout. Et avant de terminer, je sais pas si on nous reste un peu de temps ou pas. Oui. Alors, là, on va parler de quelques classifications des néphropathies indéterminées et de l'exposome. Euh, je pense que l'équipe de Sorbonne a proposé une classification complémentaire des néphropathies indéterminées intégrant R, R, RIT. Donc, R, c'est la réévaluation clinique. E, c'est l'exposome. Et T, c'est la technologie génétique. Donc, on fera une clinique complète, une recherche, un profiling de substances, un questionnaire d'exposition et on fera un test génétique. C'est les 3 points. Et l'objectif est de créer des groupes homogènes de patients partageables à l'échelle internationale pour identifier de nouvelles causes génétiques ou bien environnementales. Et si on veut comparer la génétique versus exposome, le docteur Ménard souligne que la génétique ne résout pas tout et l'exposome joue un rôle majeur dans certaines néphropathies. Et ça a été montré dans les patients méso-américains exposés aux fortes chaleurs, qui sont jeunes, qui sont sans HTA, avec tableau interstitiel, que c'était pas un problème génétique, mais c'était beaucoup plus une exposition qui est toxique. Et on a aussi des patients qui ont des intoxications au cadmium et autres métaux lourds mimant les tubulopathies, les expositions environnementales en zone d'agriculture intensive. Et donc ça, c'est à prendre en considération parce que la prédisposition génétique et la toxicité environnementale sont probablement liées. Et un gène particulier peut conditionner la réponse à un exposome donné et dans 10 ans, on parlera probablement autant d'exposition que de la génétique. Ça, donc tout ce qui est organisation pratique en France, un plan France médecine génomique, ça je pense vous pouvez l'avoir juste sur papier, c'est juste pour vous dire, c'est pour faire, vous dire que le fait, si vous voulez faire un test génétique type génome chez les patients qui ont une néphropathie indéterminée, la haute autorité de santé, elle a validé les indications d'accès. Du coup, vous avez les plateformes pour faire la RCP systématique et obligatoire. Vous avez les zones géographiques ici. Ensuite, vous avez le calculateur de probabilité pré-test. C'est un outil qui permet d'estimer la probabilité qu'un exome soit positif en fonction de l'âge, du niveau de l'insuffisance rénale, la typologie vasculaire, glomérulaire ou kystique, les antécédents familiaux au premier degré. Et l'exemple, un patient avec maladie kystique 45 ans, insuffisance rénale 3, antécédent familial au premier degré, probabilité pré-test d'environ 65%. Et les critères d'indication, pour le plan de France médecine génomique avait initialement fixé un cut-off de 45 ans pour les néphropathies indéterminées. Cependant, cette limite est trop restrictive et les néphropathies tubulo-interstitielles héréditaires, ils ont une médiane de diagnostic à 48 ans.
Et en pratique, comme dit le docteur Ménard, ni Sorbonne ni les autres centres nous soutiennent formellement à cette limite. C'est les RCP qui souverainent pour décider et le poids de l'âge reste un facteur. Mais des diagnostics sont posés même à 90 ans, donc ça n'élimine pas. Et est-ce qu'il faut retenir à la fin, donc ça c'est une synthèse finale, c'est que les maladies rénales rares ne sont pas toujours génétiques. Une maladie rare peut ne pas être monogénique et l'exposome joue un rôle majeur. Beaucoup de gènes impliqués, supérieurs à 800 gènes, la néphrologie génétique est très hétérogène. La clinique peut être trompeuse. Une même mutation peut donner plusieurs phénotypes. Vous avez vu l'exemple de TTC21B mimon une mat. Et le diagnostic moléculaire change la prise en charge. La prise en charge, surtout le diagnostic, la famille, le pronostic, la greffe et tout. Et l'exome, c'est un outil central, surtout dans les néphropathies indéterminées, parce que ça a été démontré qu'il y avait vraiment un rendement qui est pas mal, 24%. Et le long read complète le short read et qui est utile pour les régions difficiles et les variants structuraux. La génomique rapide est utile si elle change une décision, comme dans le cas des maths. Et l'allogénomique ouvre une nouvelle approche de la greffe au-delà du système HLA vers un appariement génomique global, y compris la pharmacogénétique. Le concept de génotype first, phénotype first, 33% des diagnostics sont inattendus et l'approche large est plus rentable. Un exemple négatif n'exclut pas une maladie génétique. Il faut réévaluer les patients car de nouveaux gènes découverts régulièrement. La phrase finale à mémoriser, c'est que la néphrogénomique permet de passer d'une néphropathie indéterminée à un diagnostic moléculaire, d'améliorer le conseil familial et de guider certains traitements et d'anticiper certains enjeux de transplantation. Elle utilise une approche génotype first qui, en redressant des diagnostics erronés et en reproposant un dépistage familial précoce, modifie fondamentalement le pronostic des patients. Elle est surtout utile quand la clinique seule ne suffit pas. Je vous remercie pour votre attention. Je pense, je vais vous mettre quelques questions de la néphrogénomique si je trouverai un PDF par rapport à ça. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.